Au fait de son art, volant dans la lumière, cet artiste de cirque verra sa carrière brisée par une chute qui la laisse paraplégique. Grâce à un caractère hors norme, un soutien sans faille de son mari, elle va se reconstruire brillamment, gagnant de très nombreuses compétitions sportives, devenue une très appréciée conférencière sur le dépassement de soi et pilote d'essai pour l'exosquelette de l'EPFL. C'est cette extraordinaire aventure qui va vous être contée. Dans l'enfance et l'adolescence, elle se compare à un poisson rouge qui souvent se cache derrière un caillou, référence à cette période difficile de sa vie. Ayant trouvé sa voie dans le sport et une formation d'artiste de cirque, c'est à l'aigle royal qu'elle s'identifie, elle déployée, planant dans le ciel. On la compare à la panthère, animal élégant, bon grimpeur, tenace, rapide comme l'éclair, ou au dromadaire, qui s'est resté longtemps sans boire ni manger. Pour elle, c'est indispensable lors de grandes courses et compétitions. Comme la carpe, elle s'est restée muette, muette dans la dissimulation de ses émotions, de ses douleurs, de ses spasmes, derrière un sourire toujours resplendissant et désarmant. Voici la nouvelle Silke Pan, sportive de l'extrême. Bonjour Silke, je vous remercie de bien vouloir me recevoir chez vous à Aigle. Nous n'allons pas nous arrêter longuement sur votre histoire qui est largement connue dans les médias, simplement rappeler que à l'occasion d'une séance dans un parc italien avec le trapèze, il y a eu une chute qui s'est malheureusement terminée par une paraplégie. Suite à ça, hospitalisation et toutes les suites médicales relativement longues. Moi, ce qui m'intéresse, parce que je sais que le sport choisi à l'époque, c'est le handbike, qu'est-ce qui vous a amené à choisir ce sport plutôt qu'un autre? On aurait pu voir du tir à l'arc, de la natation, du ski, etc. Qu'est-ce qui a fait porter votre choix sur ce sport-là? J'ai choisi le sport du handbike. Ça s'est fait un petit peu par hasard, mais j'ai découvert ce sport alors que j'étais encore en réhabilitation. Et ça me permettait de sortir en extérieur, de revoir le soleil, la nature. Le handbike, c'était aussi un sport que je n'avais absolument pas connu avant. Donc pour moi, il n'avait aucune référence au handicap. C'était quelque chose de complètement nouveau. Donc je n'étais pas dans un engin on va dire d'hôpital. J'étais dans vraiment un engin de sport qui me permettait de retrouver des sensations de sportive, qui me permettait de transpirer, d'avoir les muscles tendus et de refaire par ça aussi une sorte de réconciliation avec mon corps qui avait énormément changé après l'accident. Est-ce que le fait que ce soit un sport plus ou moins individuel a joué un rôle? Parce que si on veut faire du basket ou comme ça, c'est tout de suite un sport de groupe. Est-ce que ça joue un rôle ou pas? Ça a joué un rôle, oui, dans le sens que j'ai trouvé que c'était plus pratique d'avoir un sport individuel où je n'étais pas dépendante d'une salle, d'un groupe pour les répétitions et où j'allais pouvoir décider par moi-même quand partir et comment faire mes entraînements. Comment s'est établi le plan de cette deuxième vie? Le plan s'est établi en plusieurs étapes. Il y a d'abord eu la phase où j'étais complètement alitée pendant quelques mois, où j'ai eu des idées, des projets qui se sont finalement avérés ne pas être possibles. Et après, mon mari et moi avons misé sur une des activités que nous pratiquions déjà, qui était la création avec des ballons de baudruche. Nous en avons fait notre métier et ça s'est fait. Ça a commencé tout de suite à ma sortie d'hôpital et notre entreprise, nous avons commencé à l'établir vraiment environ une année après l'accident. Voilà, j'ai relevé dans votre livre une phrase que j'ai trouvée intéressante. Je la lis. « On a de moi cette fausse image de championne pour qui tout est facile. Je voulais dire d'où je tire cette force intérieure en expliquant ma vraie vie. » Moi, j'ai une question à ce propos.
Quelles sont vos armes que vous avez utilisées pour faire face à une situation aussi difficile? Mes armes ont été, il y en a eu plusieurs. La gestion de la pensée, c'est, pour moi, on a forcément, et moi aussi, j'ai émotionnellement des fois des coups de blues et des moments difficiles. Et il faut que je sache maîtriser ça par rapport avec on va dire ma raison, ma conscience. Quand je vois que mes émotions me tirent trop vers le bas, de consciemment les remplacer par une pensée constructive Positive. et positive. Ça, Est-ce ensemble. que le fauteuil, c'est un ami ou un ennemi? C'est un ennemi auquel je fais mon ami. C'est un peu comme dans le spectacle, avec nos ennemis, avec nos défauts, on essaye on les prend pour en faire une particularité. Le fauteuil, je ne peux pas dire que c'est mon ami, mais je fais en sorte que ce qui était une planche à clous devienne une échelle qui me permette d'atteindre de nouveaux horizons. Dans le livre que vous avez fait paraître, il y a une petite histoire que j'ai trouvée tellement mignonne, c'est celle des petites fourmis. Est-ce que vous voulez me raconter un peu l'histoire? Quand j'étais enfant, j'aimais observer les animaux, les fourmis aussi particulièrement. Et je les voyais toujours actives, toujours ensemble, à porter des charges plus lourdes qu'elles et même collaborer pour réussir à transporter des fois un insecte qui était encore plus gros. Et je me suis dit que si l'être humain est soi-disant un être encore plus évolué que la fourmi, alors pourquoi est-ce que nous, on se briserait sous une charge en comparaison ridicule, sous une charge maintenant émotionnelle ou une petite douleur ou un handicap? Il n'y a pas de raison. Et c'était en voyant ces fourmis sur mon chemin, c'était pour moi un message de la nature qui me disait allez, si elles peuvent, tu peux aussi. Ça vous a boosté? Exactement. J'ai aussi constaté que la méditation est un moyen que vous utilisez. Comment ça se passe? Quel résultat avec ce moyen-là? Oui, je pratique la méditation en général tous les soirs et ça me permet de relativiser beaucoup de choses, de relâcher les tensions de la journée, de mettre une certaine distance par rapport à des soucis et de prendre conscience en moi de la puissance de la vie qui va au-delà du matériel, au-delà de mon corps. Et lorsque mon corps me fait parfois trop souffrir, la méditation me remplit d'une énergie nouvelle et c'est très important pour moi. Notre entreprise, le Cannibal Team, au début a été vraiment une bouée. Le fait de se battre, ça a été pour moi une manière de reprendre ma vie en main et en plus ça permettait de rester créatif, de rester un petit peu dans ce que je faisais avant, dans tout ce qui était artistique. Et progressivement, le sport a pris de plus en plus d'ampleur et de temps. Et maintenant, une grande partie de mes activités est aussi dans les conférences, dans les compétitions et dans toutes les actions que je fais pour des associations et des fondations pour soutenir les personnes qui ont un handicap. Voilà Silke, vous qui êtes une personne extraordinaire quant aux résultats obtenus et grâce au sport, ce sport qui d'ailleurs vous a sauvé 2 fois, une première fois dans l'enfance lorsque vous avez passé par une période d'anorexie, une deuxième fois pour sortir de cette impasse liée à l'accident paraplégique. Je dirais que si on devait donner des conseils à un paraplégique lambda qui n'est peut-être pas très intéressé par le sport, qu'est-ce que vous leur proposeriez compte tenu que vous avez une expérience par les réseaux sociaux, par les contacts avec d'autres et par les conférences que vous avez données, qu'est-ce que vous leur proposeriez? C'est clair que pas tout le monde aura envie de choisir le sport comme moyen d'épanouissement.
Par contre, je peux vivement conseiller à toutes les personnes qui ont un handicap ou une maladie de pratiquer un minimum de sport parce que on sait que ça prévient beaucoup de problèmes qui peuvent être des conséquences de ce qu'on a eu et qui évitent d'aller voir le médecin si souvent. Ensuite, si je peux imager comme ça, les qualités qu'on acquiert à travers le sport, c'est des aspects mentaux qu'on peut retransposer dans beaucoup d'activités. Le fait d'aller à une compétition, il y a 3 étapes. Il y a se mettre sur la ligne de départ, terminer la course et se battre pour une victoire. La première étape, se mettre sur la ligne de départ, ça veut dire sortir de sa paresse, ça veut dire avancer, faire le premier pas vers un objectif, vers une idée qu'on a. La deuxième étape qui est finir la course, c'est aller au bout de son idée, aller au bout de son objectif. Et la troisième étape, se battre pour la victoire, c'est se battre pour une victoire personnelle. Il n'y a pas besoin de se battre pour une médaille olympique, mais se battre pour une victoire personnelle par rapport à soi-même, savoir être mieux que ce qu'on a été hier. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut refaire dans toutes sortes d'activités. Ensuite, comme je disais, le sport, un minimum de sport, c'est vraiment, vraiment conseillé pour tout le monde. Déjà pour le fait de la discipline personnelle, de se prendre en main, de ne plus être une victime de sa vie et prévenir, pour les personnes en fauteuil roulant, prévenir les soucis que nous avons presque obligatoirement dans les articulations des bras, particulièrement des épaules, et les soucis de circulation et les douleurs neurogènes. Le fait de toujours faire le même mouvement pour avancer en chaise roulante, si on ne fait pas une musculature, on ne crée pas une musculature qui équilibre l'articulation, on aura très rapidement de l'arthrose. La même chose pour les poignets. Après les douleurs neurogènes dont je souffre aussi 24 heures sur 24, je sais par expérience que après 20-30 minutes d'effort d'endurance que je fais quotidien, les douleurs diminuent. Et c'est vraiment efficace et c'est plus efficace qu'un médicament. C'est clair que ce n'est pas magique. Le sport ne va pas annuler mes douleurs, mais elle va les diminuer et les rendre un peu plus supportables. Et je pense qu'avec le sport que vous avez pratiqué, d'ailleurs on le voit dans les vidéos qui sont sur internet et ailleurs, on voit une souplesse extraordinaire. Vous étiez la patiente idéale pour être pilote d'essai de l'exosquelette, parce qu'avec une rigidité des membres inférieurs du bassin, on n'aurait pas pu utiliser votre corps. C'est vrai que si j'avais laissé mes articulations se rigidifier sans pratiquer de sport, sans faire des étirements et d'autres mouvements comme je le fais souvent, je n'aurais plus pu me mettre debout, et c'est ce qui arrive à beaucoup de mes collègues qui sont en fauteuil roulant, qui n'arrivent plus à tendre leurs genoux et leur bassin. Ça faisait quelques mois que je m'entraînais, un petit peu avec les haltères, avec les tractions. Et puis après, quand mon coach a installé la corde, je me suis dit que j'avais envie d'essayer. Et les premières fois, je ne suis pas montée jusqu'en haut, j'ai fait un tiers, d'abord un quart, un tiers. Puis après, quand j'ai vu que ça allait, j'ai voulu y arriver. Puis C'était pas à cause du vertige, donc on est bien d'accord. Non, même pas. Mais ça m'a fait envie parce qu'en fait, ça me rappelle un peu le trapèze. Ça me rappelle un peu le cirque. Et quand je montais à la corde pour aller sur mon trapèze, et puis du coup, c'est un exercice qui est stimulant parce que je pense plus au handicap, je me sens de nouveau un peu acrobate. Un peu un oiseau. Ouais, voilà, c'est ça. L'aigle. L'aigle, sur ça. Les endorphines sont des substances fabriquées par le cerveau. Elles agissent sur les récepteurs morphiniques de la même manière que la morphine et ses dérivés, en réduisant l'intensité des douleurs.
Leur production est augmentée dans diverses situations. L'exercice physique, déjà de 30 minutes par jour, à un rythme soutenu avec du jogging, de la natation ou du vélo, augmente jusqu'à 10 fois la production et réduit du même coup les douleurs. Ceci explique comment le sport peut réduire l'intensité des douleurs et encourager une pratique régulière. Je pense que la vie sociale est très importante, de voir du monde, de ne pas s'isoler, parce qu'en s'isolant, on rumine ses propres pensées, et quand on a des idées négatives qui viennent, on a tendance à les empirer, alors qu'en rencontrant du monde, les autres personnes sont souvent un miroir de nous-mêmes, et c'est positif, même si nous-mêmes, des fois, on rejette peut-être une émotion négative, on va s'en rendre compte plus rapidement, et le fait de voir du monde, on relativise aussi et on se sent peut-être pas et plus si différent que ça. Moi, j'ai une paraplégie, mais c'est peut-être un petit peu comme quelqu'un qui aurait eu un accident et qui s'est cassé le pied, juste que chez moi, ça dure un petit peu plus longtemps. Suite à cet accident, votre environnement social a changé, autrement dit, est-ce que les gens que vous fréquentez maintenant ne sont plus les mêmes que ceux que vous fréquentiez auparavant? Maintenant, mon environnement a tout à fait changé de par mes activités, déjà par le sport que je pratique, par notre métier, et j'ai rencontré énormément de nouvelles personnes, et les personnes que je côtoyais avant, il y en a beaucoup qui ont coupé le contact au moment où j'ai eu l'accident. Moi, je verrai éventuellement encore une autre piste que je crois que vous pratiquez vous-même, la musique. C'est possible qu'on puisse demander à un paraplégique de pratiquer un instrument de musique, puisque s'il n'est pas trop grand, on peut tout à fait l'utiliser. Qu'est-ce que vous avez à me dire à ce propos? Mais oui, la musique est un moyen d'évasion, un moyen de rêver, un moyen de trouver du plaisir et de l'épanouissement qui est accessible je dirais, à toute personne paraplégique, pour autant qu'on choisisse un instrument adapté. J'ai eu longtemps pratiqué le violon. Au moment de l'accident, j'ai pratiqué la flûte de Pan. Et après l'accident, j'ai simplement changé de flûte en prenant une flûte un peu plus petite parce que la grande flûte que j'avais touchait ma cuisse. Et après, j'ai encore commencé l'harmonica parce que c'était un instrument qui était pratique par rapport à ma paraplégie et parce que j'aime beaucoup le son aussi. Eh bien, on se réjouit de voir ça en pratique. Voilà, Silke, on a beaucoup parlé de vous, mais si on parlait un peu de votre mari, quel rôle joue-t-il dans votre vie? Mon mari est bien sûr un rôle très important. S'il n'avait pas été là, peut-être que je n'aurais pas eu cette envie de me reconstruire aussi rapidement, avec autant de force. C'était pour lui au début que je voulais de nouveau redevenir une personne à part entière et symboliquement pouvoir me remettre debout. Oui, là je vois que dans le trio, il y en a un qui se sent un peu abandonné, Jim. Alors, qui c'est Jim? Jim, c'est notre chien, mais il fait absolument partie de la famille. Et s'il n'était pas là, il y aurait un gros manque.
Et Jim, il a l'art de me faire, de m'amener des émotions de joie à chaque instant. Et même des fois quand je suis stressée, il suffit que je le regarde et puis je me sens bien. C'est l'innocence même. Mais oui, et puis ce qui est drôle, c'est que lui, il est dans son monde, nous, on est des fois pris par plein d'activités, on court partout, on a nos soucis. Lui, il n'a pas ces mêmes soucis, il est juste nerveux quand il nous voit nerveux. Et après, il suffit de lui faire une petite caresse, de le regarder gentiment, et puis on se dit, oui, mais finalement, mes soucis à moi, qu'est-ce que c'est? C'est rien. Je pourrais être heureuse comme lui, et puis tout à coup, on change d'humeur et on est bien. Voilà Didier, chacun son tour. Est-ce que vous voulez me parler un petit peu de votre épouse? Parler de Silke, waouh, vaste sujet. Que dire de cette belle femme, de cette femme impressionnante et de cette femme que j'aime. Alors oui, je vais quand même dire une chose, je suis plus intelligent qu'elle. Et je le démontre sans problème, puisque moi je l'ai épousée, j'ai épousé donc cette femme belle et intelligente, et elle a épousé le vieil idiot que je suis. C'est donc là la démonstration par le geste que je suis plus intelligent qu'elle. Mais faire des complexes, c'est pas un signe d'intelligence. Je crois pas que ce soit complexé. Non, ma femme est belle, elle est merveilleuse, et vivre à ses côtés, c'est un grand plaisir, c'est un grand honneur. La grande modestie de Didier va m'obliger à en dévoiler davantage. À part le rôle de mari, il est aussi son conseiller sportif, son coach, son chauffeur, son mécanicien. On le voit d'ailleurs ici, en train de changer un pneu du handbike de montagne qui doit être préparé pour la saison qui approche. Dans le livre qui leur est consacré, il y a encore cette formidable formule « pare-choc arrière », car sur route, il faut éviter le risque de collision par l'arrière. Là, on ne va pas faire de longs discours sur l'exosquelette et son fonctionnement actuel et toute sa recherche. Je sais que vous pratiquez ça comme pilote d'essai depuis à peu près 2 ans. Il y a de nombreux progrès qui se sont faits. Vous en espérez encore. Qu'est-ce qu'on peut dire dans ce domaine des espoirs avec un tel appareil? Alors au vu des progrès qui ont été faits au cours des 2 ans, je trouve que ça va quand même rapidement. Et l'exosquelette est aujourd'hui, je dirais presque parfait pour la vie quotidienne, ce qui n'était pas au début. Maintenant, bien sûr, il y a toujours des choses à améliorer, mais par exemple, par rapport à la position de la marche, au début j'étais très penchée en avant et maintenant je n'ai plus que 1 degré d'angle en avant au lieu de 30 et plus. Donc ça s'est beaucoup amélioré et je peux maintenant aussi m'installer toute seule dans l'exosquelette, ce que je ne pouvais pas au départ. Et les vitesses de marche et les différents styles de marche, on a beaucoup évolué et on travaille justement là-dessus pour que l'exosquelette puisse être utilisé par une personne comme moi dans le quotidien et que ça lui serve, que ce ne soit pas un joujou. Voilà, juste un joujou. Est-ce que vous pouvez installer vous-même cet appareil ou il y a encore besoin d'aide? Alors maintenant, depuis cette année ou depuis la fin de l'année passée, je peux l'installer moi-même. Et ça, c'est une grande avancée aussi. Et c'est surtout aussi pour les personnes qui sont plus corpulentes que moi, elles n'auraient pas pu être installées comme je l'étais auparavant, où je devais être portée et tout ça. Maintenant, vraiment, je transfère depuis mon fauteuil dans l'exosquelette, je m'attache et je suis indépendante. Avec un poids de combien cet appareil? Entre 15 et 16 kilos. C'est un poids qui est relativement léger pour un exosquelette. Les exosquelettes de ce type, donc qui ont la puissance de monter les escaliers pour des personnes qui ont une paralysie complète,
les autres exosquelettes qui peuvent le faire sont beaucoup plus lourds, ils vont jusqu'à 60 kg et plus. Là, ce poids il faut savoir qu'il est autoporté quand je marche. Maintenant, seulement quand je perds l'équilibre, ou plus tard, si on imagine que je dois me transférer dans une voiture et prendre l'exosquelette avec moi, dans ce cas-là, le poids a son importance. Si quelqu'un pèse 80 ou 100 kilos, est-ce que l'exosquelette est capable de porter une telle personne ou pas? Alors maintenant oui, au départ pas. Au début, il y a 2 ans quand j'ai commencé, non. Mais maintenant, l'exosquelette est assez puissant au niveau des moteurs et au niveau de la solidité pour convenir à une personne d'un poids très élevé aussi. Si j'avais besoin dès demain d'un tel appareil, combien de temps faut-il pour connaître son fonctionnement et pouvoir l'utiliser seul? Je vais estimer ça à 1 semaine peut-être, parce que pour moi c'est un petit peu difficile de dire, vu qu'au début quand j'ai commencé à l'utiliser, c'était un prototype qui n'était encore pas du tout assez évolué, adapté à mon handicap, donc j'ai mis 1 mois pour réussir à marcher d'une manière indépendante. Mais maintenant l'appareil est beaucoup plus évolué. Je pense qu'une personne même qui est sportive, qui a une bonne conscience de son corps, après une longue journée d'entraînement, elle arrivera déjà à faire beaucoup de choses. Maintenant, je dis 1 semaine pour vraiment maîtriser ça, avoir les automatismes et savoir gérer des obstacles comme passer un seuil, monter des escaliers, marcher en arrière et tout ça. Reste à savoir ce que diront les assurances le jour où ça viendra sur le marché. Ça, c'est un autre problème. En effet. Voilà, Silke et Didier, on arrive maintenant à la fin de cette rencontre. Une très belle rencontre qui m'a fait beaucoup d'émotion quand je vois Silke, cette femme courageuse, tenace, avec une abnégation extrême devant la douleur, devant l'effort qu'il faut fournir dans ces sports extrêmes, avec toujours un sourire magnifique. Didier, l'homme qui est souvent dans l'ombre, mais qui est l'organisateur, le technicien, et puis surtout l'homme qui est fou amoureux de sa femme. C'est vrai, c'est vrai. Voilà, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à ce si beau couple? Eh bien, à Silke, d'abord des succès sportifs, qui j'espère vont durer encore un certain temps, mais aussi, parce que ceux-là vont probablement devenir plus fréquents, des succès dans le cadre du conseil et des entretiens et des conférences que vous avez l'occasion de donner, qui sont d'ailleurs très appréciés, ainsi que pour Didier, un succès dans son entreprise Cannibaloon, qui est quelque chose de très original et qui certainement va encore faire quelques bons gros cartons. Quelques étincelles, quelques gros décors, c'est sûr. Ouais. Voilà. J'aimerais quand même encore faire un petit rajout par rapport à l'exosquelette. Moi qui suis dans ce milieu médical, qui espère des progrès dans ce domaine, j'espère que pour vous, Silke, il y aura tôt ou tard l'occasion d'entrer en possession d'un appareil de ce genre, mais qui soit le plus parfait possible. Et quand j'entends des gens qui parlent de cette perfection, un ingénieur qui ne travaille pas à l'EPFL, qui disait « Le but pour nous, c'est de faire que les mains soient libres, qu'on ait donc le moins possible besoin d'utiliser les béquilles pour qu'on puisse faire quelque chose et pas seulement se tenir avec les béquilles. » Oui, voilà, c'est en cours. Ça, c'est en cours, alors voilà, c'est très bien. Donc je vous souhaite à tous deux, non à tous trois, j'ai vu que Jim est là, sage, je vous souhaite bon vent et encore merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous, merci à tous. Ce reportage a aussi pour but de montrer à d'autres handicapés, à leurs familles, à leurs amis, qu'il existe bel et bien une seconde vie après un tel accident. Ils ne seront peut-être pas des leaders, des premiers de classe, des champions sportifs, mais conseillés et soutenus par des bonnes personnes, ils devraient retrouver leur propre voie. Il est indispensable qu'ils gardent souplesse et bon état général, car peut-être qu'un jour, ils seront au bénéfice d'un exosquelette qui exige naturellement
une bonne mobilité des articulations des membres inférieurs. Première et championne du monde, Silke Pan.